Merci. J'ai un site là, hein, vous savez. BernardMontréal.com. Il y a des gens qui demandent si je vais écrire dedans ou si je vais répondre à vos questions. Optimalement, j'aimerais répondre à vos questions. Par contre, je ne veux plus travailler. Fait que, puis avec tout le monde, là, il faut que je reçoive 5000 questions par jour. Là. Fait que j'ai pas décidé encore. En tout cas, au moins, ils m'ont fait un site, c'est beau. Yolande a fait un beau site. Peut-être que je ferai des petites sections. Ou peut-être que je mettrai des petites sections de mes livres qui traînent. J'ai 3 ou 4 livres qui traînent, que je suis en train de faire. Là. Et comme je ne veux pas travailler... En tout cas, on verra. En tout cas, j'ai un site. Ça fait toujours bien ça. Ils m'ont fait une belle job. Alors, toujours dans le cadre de l'évolution de la conscience, dans le cadre de l'évolution du mental, je veux étudier avec vous la différence entre le concept qui se rapporte à la pensée qu'on appelle l'illusion et le concept qui se rapporte au mental qu'on appelle la manipulation. Je n'aime pas qu'on utilise le terme illusion quand on parle de pensée parce que le concept de l'illusion concernant la pensée découle d'un manque de compréhension de la pensée. La pensée est beaucoup plus fondamentale dans sa structure, elle est beaucoup plus dynamique dans sa structure, et il faut concevoir le concept de l'illusion et le remplacer par le concept de la manipulation.
La pensée, elle est toujours manipulative. Si elle n'est pas créative, elle est manipulative. Le mental de l'homme est manipulé par les plans. Et à partir du moment où l'homme comprendra ou réalisera la différence fondamentale entre l'illusion de la pensée et la manipulation de la pensée, il sera moins affecté comment je pourrais dire, il sera moins affecté par le caractère nocif de la pensée ou de l'illusion, et il sera plus engagé à détecter le processus de manipulation. Autrement dit, si vous avez des pensées, si vous vivez des pensées qui sont illusoires dans le sens qu'elles ne sont pas créatives, et que vous n'avez pas conscience du caractère fondamentalement manipulatif de la pensée, à ce moment-là, vous allez rester accroché à la forme de la pensée au lieu de prendre conscience du processus mécanique de manipulation de la pensée. Et c'est à ce stage, c'est à ce niveau de conscience que l'homme commence à se libérer de la souffrance liée à la forme de la pensée, donc à l'illusion de la pensée. Mais pour prendre conscience que la pensée est un processus, quand la pensée n'est pas créative, que la pensée, elle est fortement un processus de manipulation à partir des plans, il est nécessaire que l'homme ait grande conscience des plans. Si vous n'avez pas conscience des plans, vous ne pouvez pas avoir conscience du facteur ou du caractère manipulateur de la pensée, vous allez plutôt avoir conscience du concept de l'illusion de la pensée. Et l'illusion de la pensée ou la conscience de l'illusion de la pensée ne vous donnera jamais accès à la source de la souffrance qui est créée dans le mental de l'homme à travers certaines expériences. Comme vous auriez accès si vous étiez réellement conscient du concept de la manipulation de la pensée. Autrement dit, quand le mental est manipulé par une entité, déjà ça implique que l'homme est conscient de l'entité. Si le mental est simplement dans une phase illusoire, parce que la pensée est illusoire, ça ne veut pas dire que l'individu est conscient de l'entité. Donc, on peut dire que dans l'évolution, l'homme, on aurait parlé de l'illusion de la pensée. Dans l'évolution, on parlera de la manipulation de la pensée. Et les deux façons de concevoir la pensée ou de voir la pensée ou d'observer la pensée sont diamétralement opposées. L'illusion de la pensée, c'est dans la forme. La manipulation de la pensée, c'est dans la pulsion vibratoire du mental, autrement dit, c'est dans la relation entre l'entité et l'homme, à quelque niveau que soit l'entité. Et cette prise de conscience permet à l'homme d'intervenir directement dans le processus de la conscience. Alors que si vous vivez la pensée simplement à partir du concept de l'illusion, vous ne pourrez pas intervenir directement dans le processus vibratoire de la pensée, c'est-à-dire que vous n'aurez pas contrôle sur l'entité. Avoir contrôle sur l'entité, ça veut dire en arriver à pouvoir, à cause de votre état mental, à pouvoir réfléchir l'énergie vibratoire de la pensée sur les plans. Autrement dit, si vous êtes conscient que si vous êtes conscient de la manipulation du mental et que vous n'êtes pas impliqué émotivement dans la forme de manipulation, c'est-à-dire dans l'illusion, vous allez renvoyer cette énergie-là sur les plans, l'entité la reçoit et lorsqu'il la reçoit, à ce moment-là, il est obligé d'arrêter parce qu'il ne peut plus utiliser cette énergie-là contre vous. Alors, après ça, vous avez un mental serein, vous avez un mental calme, sans être obligé de continuer
à souffrir de la perception illusoire du mental, de l'illusion. Si vous avez conscience de la pensée comme étant, je parle de la pensée qui n'est pas créative, si vous avez conscience de la pensée qui n'est pas créative comme étant un processus de manipulation, vous allez prendre conscience instantanément de la présence de l'entité, que ce soit un ajusteur de pensée ou que ce soit une entité sur un plan inférieur, ça n'a pas d'importance. Mais vous allez prendre conscience qu'il y a un travail qui se fait là, sur vos émotions. Si c'est une entité élevée comme un ajusteur de pensée, mais il y a un travail qui se fait au niveau du mental. Et ce travail-là se comprend, ça fait partie justement de vos corps subtils, mais au moins, vous en arrivez éventuellement à prendre le contrôle dessus. Si vous avez simplement conscience de l'illusion de la pensée parce que vous n'êtes pas capable de la réaliser comme étant un processus de manipulation à partir d'un autre plan, à ce moment-là, vous vivez la pensée comme tous les hommes la vivent. Vous la vivez à partir d'un plan subjectif. Et à ce moment-là, vous allez avoir tendance à la subjectiver, votre pensée, dans ce sens que ce qu'elle va vous présenter, vous allez penser ou croire que c'est vous qui la pensez comme telle. Alors que c'est pas le cas. C'est jamais le cas. Il y a des raisons fondamentales au niveau des structures ou des architectures du mental pourquoi le monde de la pensée a toujours été caché pour l'homme. Et une des raisons fondamentales, c'est que l'homme devait développer un ego. Donc pendant l'évolution, avant que l'homme puisse finalement sortir du plan de l'âme et rentrer dans le plan de l'esprit, pendant l'évolution, l'homme ne pouvait pas réellement découvrir les lois occultes du mental parce que l'homme était, en tant qu'être appartenant à un cycle d'évolution très long, l'homme était obligé de développer une conscience subjective, c'est-à-dire une conscience égoïque qui lui permettait, sur le plan matériel, d'accéder à une sorte de libre arbitre. Alors que dans l'évolution, l'homme deviendra libre. Il n'y aura plus de libre arbitre parce qu'il ne sera plus dans l'illusion du libre arbitre. L'homme deviendra libre, mais pour devenir libre, il lui faudra prendre conscience du processus manipulateur de la pensée en contradistinction avec le processus simplement illusoire de la pensée de l'évolution. Donc, c'est comme si l'homme devra, pour devenir libre, l'homme devra payer un prix. Payer un prix, ça veut dire prendre conscience que derrière les voiles de la pensée, il y a des étapes de conscience très très subtiles qui font partie des architectures du mental et qui mènent éventuellement à une télépathie, qui mènent éventuellement à un contact direct télépathique avec un ajusteur de pensée pour les êtres évolués ou avec une entité astrale plus ou moins spiritualisée, plus ou moins spirituelle avec des êtres qui sont moins évolués. Mais le phénomène demeure le même. La pensée, à son origine, est toujours axée ou greffée ou mise en vibration par des entités sur d'autres plans. L'homme est un être multidimensionnel. La conscience que la pensée, à son origine, est née d'un processus de manipulation, quand elle n'est pas créative, en contradistinction avec la pensée qui est purement illusoire, psychologique ou subjective pendant l'évolution où l'homme pense qu'il pense, cette différence est extraordinaire. Le prix est grand, mais la différence est extraordinaire. Dans ce sens que, à partir du moment où l'homme est capable de faire de faire la différence fondamentale entre les deux, il commence non pas simplement à être conscient, mais il commence à prendre contrôle sur sa conscience. Contrôle sur sa conscience, ça veut dire que tout ce qui vient vers lui, tous les fluides qui viennent vers lui, au niveau du mental, qui sont aptes à affecter son émotivité en tant qu'homme sur le plan matériel, dans l'expérience, surtout quand les choses vont mal, que tous ces fluides-là sont le produit d'une manipulation extérieure à sa conscience personnelle. Donc, à partir de ce moment-là, l'homme commence lentement à devenir libre. Ça veut dire quoi, devenir libre? Ça veut dire en arriver éventuellement à pouvoir vérifier l'origine de la destruction des archives karmiques de sa conscience mentale. Autrement dit, quand l'homme reçoit de l'information négative à travers des événements sur la Terre qui ne font pas son affaire, autrement dit, des événements qui mènent à de la souffrance, l'homme
sur les plans, détruit les archives karmiques de sa conscience planétaire. Ça veut dire qu'il se renouvelle instantanément, jour par jour, instant par instant, seconde par seconde, au fur et à mesure où il est capable de se découpler émotivement de la charge électrique des pensées négatives qui créent en lui une illusion, mais qui, dans leur fond, sont le produit d'une manipulation astrale ou mentale. C'est ça qui lui donne un caractère violemment centrique. Un homme conscient, c'est un être qui est violemment centrique. Violemment centrique veut dire très, très centrique. Ce qui veut dire, ultimement, qu'il n'est plus assujettissable à aucun niveau de conscience, ni planétaire, incarné, ou multidimensionnel, non incarné. L'homme commence à être libre. C'est ça, être libre. Il ne s'agit pas pour l'homme de philosophiquement refuser ou refuter le concept du libre arbitre. Ça serait un article philosophique, point final. Ce serait un œuvre philosophique, une action philosophique, ça mènerait à rien. L'homme doit passer de l'illusion du libre arbitre à la conscience de la liberté, mais pour ça, il faut qu'il sache, il faut qu'il reconnaisse qu'il y a une très grande différence entre l'illusion de sa pensée qui mène à la souffrance et la manipulation de sa pensée qui mène à la liberté lorsqu'il a pris conscience des facteurs derrière le tableau de la vie, derrière l'illusion de son moi, les facteurs qui font partie de l'entité sur un autre plan, qui est à l'origine de sa conscience et qui fait partie de sa multidimensionnalité, de sa totalité, ainsi de suite. Il existe pour tout être humain conscient la capacité de faire la gestion personnelle d'un procès verbal entre lui et les autres plans. L'homme est toujours capable d'exécuter ou de créer une condition qui équivaut à un procès verbal. Mais pour ça, il faut qu'il ait conscience de la manipulation du mental lorsque sa conscience n'est pas créative. Procès verbal veut dire que l'homme est capable d'interroger la source et d'avoir une réponse de la source parce que la source est obligée de lui répondre puisque la source fait partie de sa multidimensionnalité et qu'elle est architecturellement une copie parfaite de son moi planétaire. Étant une copie parfaite de son moi planétaire, la source peut facilement créer l'illusion d'un moi personnel, le je, ce qui est le cas de l'involution. C'est ce qui a créé les conditions pour le développement de l'ego. C'est ce qui a créé la raison pour laquelle l'homme n'a jamais su ou réalisé que c'était lui, que ce n'était pas lui qui pensait à l'origine. Parce que la copie de la conscience sur les autres plans, avec sa conscience personnelle, est parfaite, dans ce sens que l'entité utilise parfaitement sa mémoire, parce que l'entité a parfaitement accès à sa mémoire. Si l'entité ne pouvait pas utiliser la mémoire de l'homme, à ce moment-là, l'homme aurait conscience, instantanément, de la différence entre lui et l'entité, et ceci aurait créé, pendant l'évolution, une sorte de polarité entre le moi personnel, le moi planétaire et le moi cosmique, et l'homme, depuis très très longtemps, aurait pris conscience des mécanismes obscurs du plan mental. Ceci n'était pas permis, s'est manifesté sur le plan matériel seulement à la fin du 20e siècle. Mais à partir du moment où l'homme a commencé à prendre conscience du facteur manipulateur de la pensée, au lieu du facteur illusoire de la pensée, l'homme a commencé à être capable de réaliser que la pensée dans son origine, c'est-à-dire dans son architecture, est toujours illusoirement une parfaite copie de son mental expérimental. Autrement dit, quand vous vivez une pensée à partir des autres plans, cette pensée-là, elle est toujours une réflexion parfaite de votre mental expérimental, c'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est vous qui pensez comme ça. Si vous n'avez pas notion que la pensée à son origine est un processus de manipulation, vous n'aurez jamais l'outil nécessaire
pour vous séparer psychiquement de l'entité. Si vous ne pouvez pas vous séparer psychiquement de l'entité, vous serez toujours coordonné à l'entité, et étant coordonné à l'entité, vous vivrez toujours une subjectivité au niveau du mental, et vous aurez toujours l'impression que c'est vous qui pensez. Surtout quand ça va mal et que vous avez des pensées subjectives. Alors que dans le cas contraire, à partir du moment où l'homme aura une conscience très avancée du mécanisme de manipulation au niveau du mental, à ce moment-là, il se créera dans sa conscience, instantanément, une séparation entre lui et l'entité. Et cette séparation entre lui et l'entité permettra à l'homme de réaliser qu'effectivement, l'entité est dans un mode de travail, c'est-à-dire que l'entité a une fonction spécifique par rapport à lui, en fonction de son karma, en fonction de son évolution, et que l'entité a même la capacité de créer dans sa conscience personnelle une parfaite illusion. Cette parfaite illusion-là, c'est la pensée réfléchie. Par contre, l'homme aussi a la capacité de fracturer parfaitement cette illusion, et pour qu'il la fracture, il faut qu'il soit capable de savoir, d'observer, de comprendre, de saisir que la pensée dans son illusion, à l'origine, est un processus de manipulation et non pas simplement un processus illusoire. Ça se comprend tout ce que je dis? OK. Dans la deuxième phase de cette étude sur le plan de la conscience évolutionnaire, l'homme réalisera que la pensée dans tous ses aspects, n'est jamais utilisée pour servir l'homme. Autrement dit, l'homme est bien quand il ne pense pas. La pensée n'est pas là pour servir l'homme. Lorsque la pensée sert l'homme, lorsqu'elle lui est utile, c'est parce qu'il n'y a pas de souffrance dedans. À ce moment-là, elle est ce que j'appelle créative. Mais lorsque la pensée est créative, elle ne permet pas à l'homme, en général, de prendre conscience de la dualité de son mental. C'est-à-dire que l'homme n'est pas capable de redonner à l'entité le bénéfice de l'origine. Parce que l'homme a le plaisir de sa créativité. Donc, quand l'homme est créatif, il a tendance à vouloir prendre le bénéfice de la pensée. Et lorsque la pensée est négative et qu'elle n'est pas créative, l'homme veut rejeter vers l'entité la responsabilité de la pensée. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas suffisant en ce qui concerne son évolution et son intégration pour la simple raison que l'homme doit être conscient à cause ou qu'à travers sa multidimensionnalité, la pensée, qu'elle soit créative ou négative, elle vient toujours des plans. À partir du moment où l'homme est capable de prendre conscience que non seulement l'aspect négatif de sa pensée vient des plans, mais aussi que l'aspect positif ou créatif de la pensée vient des plans, à ce moment-là, il est capable de vivre du plaisir intégral, du plaisir psychique de sa pensée, et parce que dans cette réalisation-là, il se découple psychiquement de la forme, donc de l'illusion de la pensée, donc il ne peut pas avoir d'orgueil dans son intelligence. À partir du moment où l'homme ne peut plus avoir d'orgueil dans son intelligence, il peut électriquement recevoir énormément de pensées créatives. Et en même temps, il peut électriquement recevoir énormément de pensées non créatives. Et dans les deux cas, cette énergie-là va servir à transmuter son corps mental et à lui donner une profonde acuité. Une profonde acuité. Ce que j'appelle profonde acuité, c'est une capacité infinie de traduire la vibration en forme pour créer à son tour, lui, à partir de lui, comme sujet sur le plan matériel, pour créer à son tour les illusions créatives nécessaires pour faire avancer ce qu'on appelle la conscience, la connaissance, ou ce que l'humanité doit savoir pendant un certain cycle pour sa propre évolution. Donc l'homme devient en contrôle des architectures du mental sur la Terre, et l'homme à ce moment-là est un être suffisamment intégré pour être en discours équilibré avec l'ajusteur de pensée lorsque ça va bien entre les deux. Et fermer le canal quand ça va mal.
Ça va-tu bien? Ça quoi? OK. C'est très important pour l'homme de pouvoir fermer le canal quand ça va bien. Parce que quand ça va bien, l'énergie créative est polarisée de telle sorte que l'homme n'a pas besoin de l'entité parce que, à ce moment-là, la créativité est un mouvement qui part de haut en bas. Mais lorsque ça va mal et que l'entité crée dans le mental de l'homme des pensées subjectives ou des pensées qui donnent l'impression de l'illusion, s'il n'est pas conscient du processus de manipulation, il ne pourra pas passer à travers la souffrance et en bénéficier de la même manière qu'il vit la pensée créative et en bénéficie. Donc, c'est très important pour l'homme de pouvoir bénéficier de la pensée dans ces deux mouvements, quand elle est créative et quand elle est négative. Donc, un homme qui est capable de bénéficier de la pensée quand elle est créative, il a le plaisir de la pensée, et un homme qui est capable de bénéficier de la pensée quand elle est négative, altère son mental, développe une très très grande acuité psychique et automatiquement accède à des plus grandes architectures, donc ça lui permet sur le plan matériel d'être plus créatif. C'est un petit peu comme sur le stock market. Si vous êtes bon sur le stock market, sur le marché de la bourse, vous devriez faire de l'argent quand ça va bien et vous devriez faire de l'argent quand ça va mal. Un bon broker fait de l'argent quand ça monte et fait de l'argent quand ça descend. Si vous faites de l'argent quand ça monte, vous allez en perdre quand ça descend, fait que vous n'êtes pas un bon broker. Alors l'homme doit être un bon broker au niveau du mental. Il doit faire de l'argent, c'est-à-dire qu'il doit être content quand ça va bien. Il doit être capable d'être content quand ça va mal. Pas dans le sens qu'il va être content quand ça va mal, mais dans le sens qu'il va être capable de récupérer l'énergie créative parfaitement parce qu'il sait qu'à l'origine, ce n'est pas une illusion, c'est de la manipulation. Ayant parfaitement compris ceci, vécu ceci, intégré ceci, éventuellement l'homme sera à l'abri de la souffrance psychologique complètement. Étant à l'abri de souffrance psychologique, il pourra subir, sur le plan matériel, à un certain point de sa vie, n'importe quelle contrainte. Et ces contraintes-là serviront simplement à allumer en lui un feu d'une telle puissance que sa volonté sera absolument insubordonnable et il pourra, s'il y a des obstacles, les contourner, les éviter, passer à travers, les éliminer, les détruire, parce qu'il sera libre et non pas sujet aux illusions du libre arbitre. Faut que l'homme en arrive un jour à comprendre que tout est énergie. La pensée est la plus fine des énergies parce que la pensée, elle est indivisible. La pensée, ça ne se divise pas. Ça se sépare pas, ça se brise pas, ça se facture pas. Ça s'absorbe complètement, ça se rejette complètement. Pendant l'évolution, l'homme a absorbé la pensée complètement, mais n'était pas capable de la rejeter complètement parce qu'il y avait l'illusion que c'est lui qui pensait. Donc, ajouter à ça certains paramètres psychologiques qui avaient été inventés par le pouvoir, les églises, pouvoir psychologique, pouvoir des philosophies, les erreurs philosophiques, à ce moment-là, l'homme pensait qu'il pensait parce que le jeu, pour lui, était l'emblème de sa liberté personnelle. Alors que le jeu, c'est pas l'emblème de la liberté personnelle pour l'homme. C'est simplement l'espoir de sa liberté personnelle. L'homme n'a aucune idée qu'est-ce que c'est être libre. Le libre arbitre n'est pas pour lui de la liberté. Le libre arbitre, c'est simplement temporairement une façon pour lui de penser qu'il est libre. Alors qu'en réalité, s'il regarde la vie, sa vie, tout ce qu'il a fait durant sa vie, il est loin d'être libre. Dans le libre arbitre. C'est pour ça que dans la Genèse du réel, le premier chapitre qui a été créé, ça a été celui qui devait expliquer l'illusion du libre arbitre. Pour des raisons fondamentales. Parce que la conscience, la compréhension de l'illusion du libre arbitre, c'est le début de la conscience supramentale sur le plan matériel. À partir du moment où l'homme commence à reconnaître le mécanisme fondamentalement occulte de la manipulation, en contradistinction avec le mécanisme psychologique de l'illusion de la pensée, qui a été exprimé autant par les religions occidentales que les religions orientales, l'homme va commencer à
développer une science de soi. Qu'est-ce que c'est une science de soi? Une science de soi, c'est un équilibre psychique qui existe entre l'homme, l'ego, le mortel et son ajusteur de pensée. Une science de soi, c'est totalement personnel et c'est non transférable. Quand un homme a la science de soi, il ne peut pas transférer cette science-là à un autre. Parce que la science de soi, elle est totalement vibratoire. Pour qu'une science de soi puisse être transférée à un autre, il faut que ce soit fait par un processus de translation. Il faut que l'autre la puise, la pige par expérience, une fois que les structures ou le codex de cette science-là a été développé. Une science de soi, ça ne se transfère pas à un autre être humain. Pourquoi? Parce que c'est pas philosophique, c'est pas psychologique, c'est totalement vibratoire. Donc, à partir du moment où l'homme développe une conscience vibratoire, il commence à développer un équilibre entre lui et l'ajusteur de pensée qui est proportionnel à sa capacité d'avoir intégré les deux modes de la pensée, l'illusion et la manipulation. Donc, la réflexion subjective de l'ego et la conscience terrible que la pensée à son origine est un processus de manipulation. Étant capable de supporter psychiquement ces deux causalités, l'homme, à ce moment-là, a le pouvoir, sur le plan matériel, de prendre contrôle du champ de conscience, de son champ de conscience. Ça veut dire quoi? Prendre contrôle de son champ de conscience, ça veut dire devenir expert à renvoyer sur les plans l'énergie que les plans lui renvoient à lui. Donc, à partir du moment où l'homme est capable de renvoyer sur les plans l'énergie que les plans lui envoient, il se crée un mouvement d'énergie circulatoire de bas en haut et de haut en bas qui est parfaitement équilibré, c'est-à-dire qui permet à l'homme d'être aussi habile avec l'énergie que l'entité elle-même. Quand l'homme est aussi habile avec l'énergie que l'entité elle-même, l'homme devient son propre maître sur le plan matériel. Il n'a plus besoin de l'entité comme maître, excepté pour le fait que l'entité a servi dans le passé à lui faire prendre conscience que toute maîtrise découle de sa capacité en tant qu'être évolutionnaire à réaliser que la pensée à son origine, c'est un processus de manipulation. Quand l'homme a compris que la pensée, c'est de la manipulation, à ce moment-là, il est libre de la manipulation, il est libre de l'illusion, et étant libre de l'illusion, il est libre de la forme, étant libre de la manipulation, il est capable de créer, de faire naître n'importe quelle forme qui fait partie de sa propre lumière en tant qu'individu. À ce moment-là, il devient son propre maître, il devient sa propre lumière, il devient une source d'énergie parfaitement équilibrée entre lui dans la corporalité et l'autre bord sur le plan mental. Ça fait partie des aspects de l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre. Là, on est à la fin du 20e siècle. On connaît très peu et on sait très peu de choses concernant le mystère de la pensée. La seule chose qu'on peut savoir aujourd'hui concernant le mystère de la pensée, c'est que l'homme, aujourd'hui, est capable, sur le plan matériel, de créer un équilibre horizontal entre lui et n'importe quelle entité. Ça veut dire que l'homme est capable de parler par télépathie ou inviter une entité à parler avec lui s'il veut, ou l'entité qui fait partie de la conscience d'une autre personne, parce qu'il est totalement conscient de la vibration des mots. Quand vous êtes conscient de la vibration des mots et que quelqu'un vous dit quelque chose, vous êtes capable, à cause de la conscience de la vibration des mots, de savoir si ce que la personne vous dit est juste ou non. Si la personne vous dit quelque chose et que c'est pas juste, ça veut dire que l'entité qui lui communique l'information par vibration n'est pas suffisamment élevée pour pouvoir parler avec vous à travers la personne au même niveau que votre propre entité pourrait parler avec vous si vous étiez seul. Ça veut dire que déjà,
vous avez techniquement ascendance sur l'autre personne et que vous pouvez ajuster son savoir, ajuster sa connaissance ou ajuster la vibration directement avec l'entité qui communique avec elle. Je vous donne un exemple, puisque il y a quelqu'un qui est venu me voir il y a quelques années et me dit, bon, ben, M. Bernard, j'ai reçu de l'information me disant que j'étais le Christ. Alors, j'ai dit à la personne, mais surtout à l'entité, j'ai dit à la personne, j'ai dit non, j'ai dit, t'es pas le Christ. La personne a eu un choc. Ça a eu créé un choc tellement grand qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Parce que l'entité a voulu combattre le mortel qui voyait à travers l'illusion de la forme et qui voyait aussi la manipulation du mental de l'autre. Donc la personne était allée se reposer à l'hôpital et finalement elle est ressortie de l'hôpital équilibrée. Mais la raison pour laquelle la personne a pu se rééquilibrer rapidement, c'est parce qu'une autre personne avait vu le jeu de l'entité et était capable, par vibration, de lui renvoyer l'énergie. Et cette entité-là ne pouvant pas prendre l'énergie, la personne a reçu le choc, est allée à l'hôpital, mais s'est libérée de l'entité pour ensuite recouvrer un ego normal, qui à ce moment-là voyait à travers l'illusion de la forme, mais aussi voyait à travers la manipulation de l'illusion. Alors c'est très important pour l'homme, surtout à la fin du 20e siècle, dans un temps où le mensonge est utilisé et où le mensonge sera de plus en plus utilisé contre l'homme, parce qu'on entre dans ce que j'appelle l'âge du voleur. L'ère du voleur. Et le mental de l'homme va être violé, sera violé à tous les niveaux, parce que les formes utilisées par la nouvelle civilisation requièrent énormément de mensonges pour pouvoir dynamiser l'illusion. Exemple. Un bon vendeur, aujourd'hui, dans un monde où il y a énormément de compétition, est obligé à un certain moment donné de commencer à créer une forme de mensonge pour pouvoir vendre son produit. Sinon, le produit ne se vend plus parce qu'il y a trop de compétition. Alors qu'il y a 50 ans, il y avait moins de produits. Un vendeur pouvait arriver, vous présenter le produit, vous dire, bon, mais ça, c'est ça. Tu le veux-tu? Le monde disait oui. Mais aujourd'hui, il y a tellement de produits dans le monde, il y a tellement de variétés dans le monde, on vit dans une société de consommateurs avertis et non, à un point où, aujourd'hui, le mensonge fait partie des architectures dynamiques d'une société moderne. On le retrouve dans la politique, on le retrouve dans les religions, on le retrouve dans n'importe quelle structure mentale utilisée pour convertir de l'énergie en matérialité qu'on appelle de l'argent. Trouvez-moi un politicien qui n'est pas obligé de mentir pour garder sa tête au-dessus de l'eau. Trouvez-moi un journaliste qui n'est pas obligé de mentir, c'est-à-dire d'amplifier son histoire pour que se vende le journal. Trouvez-moi un biographe qui n'est pas obligé de mentir pour que se vende le livre. Trouvez-moi un prêtre qui n'est pas obligé de mentir pour maintenir le statu quo de sa religion. Vous comprenez? Alors, le mensonge fait partie des structures mentales de l'homme moderne, du monde moderne. Et l'homme va être obligé de s'équiper contre ça. Regardez la musique. La musique, c'est probablement du mensonge à 100%. C'est un élixir, c'est comme une boisson à 100% alcoolisée. Le mensonge est dans la musique, et d'ailleurs, c'est pour ça que les jeunes adorent la musique, parce que les jeunes cherchent à se créer une identité et à se sécuriser contre un monde qui est extrêmement difficile, en se collant
en s'annexant à des illusions qui radoucissent leur vie amoureuse, leur existence amoureuse. Et on sait très bien que la musique, la philosophie de la musique ne coïncide pas avec l'ordre de la vie. Ça marche pas comme ça, l'amour, on le sait. Donc le mensonge, quand je parle du mensonge, je parle pas du mensonge dans le sens moraliste chrétien. Le mensonge, pour moi, c'est une déformation de la réalité. Donc, on vit dans un siècle où la déformation de la réalité est suffisamment avancée pour créer un état presque indiscernable de schizophrénie chez l'homme. Donc, l'homme, là, il n'est pas trop loin. Il est maintenant en équilibre, là, parce qu'il a une bonne job, il a une bonne famille, ça va bien. Là. Mais il y a des hommes là, qui sont juste sur le bord. Là. Un petit choc, là, puis ils tombent dans la schizophrénie. Ils calment. Donc, c'est quoi la schizophrénie? C'est la polarisation intense du mental où l'homme n'est plus capable de discerner entre lui et l'entité. Donc, il pense que c'est lui. Si l'entité dit, bon, ben, je vais me suicider, il se suicide parce que l'entité parle en jeu. Mais si l'homme était conscient de la manipulation du mental, au lieu de l'illusion de la forme, il serait capable de dire à l'entité, tu me laisses en paix, tout là. L'entité sera obligée d'arrêter sa connerie. Mais si l'entité est capable de ne pas arrêter sa connerie, parce que l'homme n'est pas conscient de la manipulation de la pensée, l'entité va utiliser l'illusion de la pensée, donc l'illusion de la forme, et l'homme va s'amener finalement au suicide s'il vit un grand stress, par exemple. Il vient de perdre sa famille d'un accident d'auto, d'un accident d'avion. Puis il a perdu sa job la semaine passée. Il y a des gens qui vivent des chocs très durs. Mais si l'homme était conscient du facteur de manipulation de la pensée, au lieu de regarder simplement le facteur illusoire de la pensée, la forme, l'homme serait capable de mettre un arrêt instantané à cette manipulation et pourrait recouvrir ses esprits et ne pas sombrer dans la dualité du mental à l'extrême, ce que j'appelle, moi, la schizophrénie. Les églises, les religions, surtout, on va parler des religions. Les religions ont créé pendant l'évolution l'impression, ou ont donné à l'homme l'illusion que Dieu peut venir à son secours, ou que les saints peuvent venir à son secours, et ainsi de suite. Quand ça va mal. Le côté psychologique de ce traitement de la réalité, c'est bien parce que ça a permis à l'homme, dans une phase d'évolution extrêmement ignorante, de pouvoir bénéficier d'un support moral temporaire. Mais ça n'a pas arrêté sa souffrance. Et ça a donné du pouvoir à l'Église, ou aux Églises. Pour un homme conscient, pour un homme qui évolue vers une conscience supramentale, par exemple, où il prend éventuellement contrôle de son mental, de sa pensée, ces sortes de niaiseries-là ne peuvent pas lui bénéficier. Pourquoi? Non seulement parce qu'il sait que ce sont des illusions, mais parce qu'il connaît ou il sait que la pensée est toujours à son origine de la manipulation. Et que dans le fond, le bon Dieu, Jésus, Saint Christophe, toute cette hiérarchie d'entités plus ou moins astrales, parce qu'elles sont le produit d'une conception humaine, vont pas nécessairement venir à son secours. Ça fait partie simplement d'une manipulation du mental de l'homme. Et s'il vient à son secours, c'est parce qu'il y a une synchronicité là, qui est utilisée encore par l'entité pour y faire croire encore plus aux illusions de l'esprit. Autrement dit, une entité, c'est aussi laïque qu'on peut se l'imaginer. Dans le fond, c'est pas spirituel pantoute, c'est très laïque. Mais on a tendance à penser qu'une entité, c'est spirituel. Alors qu'une entité, c'est laïque. Pourquoi j'utilise le terme laïque? Pour réellement créer une séparation entre le concept spirituel de l'entité et le concept réel, organisationnel, manipulateur de l'entité. Il est temps que l'homme sur la Terre commence à prendre conscience des structures du mental
comme elles sont, et non pas comme il a été invité pendant l'évolution à croire qu'elles étaient, à travers des religions ou des systèmes de pensée. Le prix à payer, parce qu'il y a toujours un prix à payer, c'est la réalisation qu'à l'origine de la pensée, il y a un facteur de manipulation intense, extrêmement développé, extrêmement intelligent, extrêmement organisé, extrêmement puissant, extrêmement présent, qu'on appelle l'ajusteur de pensée. Il y a des gens qui m'ont souvent demandé dans les séminaires, est-ce que mon contact est astral ou est-ce que mon contact est mental? C'est très important. D'ailleurs, vous ne pouvez pas y voir. Vous pouvez peut-être un petit peu communiquer avec, ou pas communiquer pantoute. L'important pour vous autres, c'est de savoir si c'est-tu intelligent ce que vous faites ou non. Si c'est intelligent ce que vous faites, c'est intelligent. Si c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Fait qu'occupez-vous pas, pour le moment, de savoir si votre contact est mental ou astral. Occupez-vous simplement de savoir si c'est intelligent. Plus tard, probablement, vous saurez si c'est mental ou astral. Mais en attendant, occupez-vous de savoir si c'est intelligent ou pas. Fait que, quand tu rencontres un gars en fin de semaine, tu tombes en amour, t'es fuck en marde, puis qu'il te laisse, puis tu veux te suicider, c'est intelligent? Non. Fait que tu le sais. T'as pas besoin de savoir si ton entité vient du haut plan ou du bas plan astral. Si tu viens de par ta job, puis t'es tout décomposé, t'es tout décrissé parce que t'as perdu ta job, c'est intelligent? Non. Tu peux tout en trouver une. Bouge ton cul, trouve tes ânes. Lâche le gouvernement, laisse faire l'assurance chômage, trouve ton job. À moins d'être obligé de vivre sur l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est pour les gens obligés de vivre dessus. C'est pas pour le reste de la population. Fait que, il y a des gens qui disent, bon ben, je suis conscient ou je suis pas conscient? Ou il y a des gens qui disent, je suis conscient. C'est facile de voir si vous êtes conscient pour un observateur. Simplement voir si c'est intelligent ce que vous faites. Si c'est intelligent, il y a de la conscience, là. Si c'est pas intelligent, il n'y a pas de conscience, là. Fait que votre conscience ou votre questionnement concernant votre conscience ne devra pas aller plus loin que c'est intelligent ce que vous faites ou c'est pas intelligent ce que vous faites. Vous achetez une maison, vous voulez acheter une maison parce que votre frère a acheté une maison, mais vous n'avez pas de salaire. C'est intelligent, non. Fait qu'il ne s'agit pas de savoir si vous devriez écouter votre voix intérieure pour voir si vous allez acheter une maison. Demandez jamais à ces sacrements-là si vous devriez acheter une maison, ils vont dire oui. Ils vont toujours vous dire oui. Parce qu'ils sont parfaitement organisés pour vous mettre dans la merde. L'évolution, c'est vous mettre dans la merde. La vie sur la Terre, c'est une école. Ils sont structurés pour vous mettre dans la merde et ils connaissent toute votre mémoire. Ça fait que c'est facile pour eux autres de vous mettre dans la merde. C'est pour ça que la pierre fondamentale de toute conscience supplémentaire, c'est la réalisation de l'importance de jamais croire une entité. Jamais, 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 jamais. Puis ils vont vous amener à des points où ils sont tellement fins que peut-être vous pourrez croire. À partir du moment où vous allez croire, ils vont vous mettre dans le meurtre. Fait que quand on parle d'une entité, on est loin de parler de Saint-Jean de la Croix, Jésus, pas Sainte Vierge. Parce que toute cette crise de gang-là, c'est toutes des entités nouées. C'est toutes des entités. Astrales ou mentales, c'est des entités. Occupez-vous même pas de ce qui vient, c'est des entités. C'est quoi une entité? Une entité, c'est une forme d'intelligence qui vit soit dans le monde de la mort, ou qui vit dans les grands espaces cosmiques non astralisés, les mondes morontiels. Il y a rien que deux sortes d'entités qui existent. Les entités qui vivent dans le monde de la mort, c'est des cons comme nous autres qui sont retournés de l'autre bord. Puis les entités qui vivent dans les mondes cosmiques, ce sont des êtres qui n'ont jamais eu d'incarnation sur la Terre. Ils n'ont jamais vécu dans un corps matériel. Puis eux autres, c'est les The Big Enchiladas. Eux autres, c'est eux autres qui runnent le show. Bon, il y a des hiérarchies là-dedans, là. On leur donne un nom. Il y a des ajusteurs de pensée. Ça, c'est leur job, d'ajuster la pensée du mortel. Puis ces deux grandes séparations-là, là, entre ces entités-là, là, ça vous donne une bonne idée de la genèse du réel. Il y a des morts qui intercèdent. Puis il y a des immortels
qui sont sur d'autres plans, qui n'ont rien à voir avec la mort, qui sont jamais morts, qui ne meurront pas jamais, mais qui peuvent vous faire chier ici forever. Quand tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre bien les affaires, puis ils sont contents. Parce qu'ils sont totalement maso. Ils sont totalement maso. Quand un mortel réussit à leur parler dans le nez, ils n'en reviennent pas. Ça se peut-tu qu'ils soient si intelligents que ça, de nous autres? C'est comme ça que ça marche. Fait que quand tu commences à réaliser ça, laisse-moi dire que les films à la télévision, c'est de la petite bière comparé avec ce qu'on vit dans notre tête à tous les jours de notre vie. Oui. On a une manipulation qui est faite de façon individuelle, mais est-ce qu'elle peut se faire aussi de façon très collective? Occupez-vous de la manipulation individuelle. C'est assez. Ce que je veux exprimer là-dedans, dans cet exemple-là, en passant, qui est arrivé à quelques heures, vous et moi-même, bon, il y a eu, il y a 2-3 semaines, fin juin, un petit peu, le retour des viandes hachées et ainsi de suite. Et je t'exprime ça de cette façon-là, là, si tu veux, là, mais, dans toutes les tablettes, là, de toutes les épiceries, là, il y a plus de dog, là, parce que tout le monde mangeait de la dog, il n'y a pas même mangeait de la viande hachée. Bon, ça revient toujours à un problème individuel. La seule chose, c'est que vous vous laissez influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Ça revient toujours à un problème individuel. L'histoire de la conscience collective, si vous la conscience collective, quand vous la mettez en pièces, ça devient une agglomération de conscience individuelle qui se sont laissés influencer. Fait que quand un phénomène devient lâché, à ce moment-là, si tu as une conscience intégrée, tu ne vis pas ce phénomène-là comme les hommes inconscients le vivent. Donc, tu ne fais pas partie de la conscience collective. Donc, quand vous regardez n'importe quel phénomène sur la Terre, que ce soit la guerre, la peste, la famine, le ci, la ça, quand vous avez une conscience individualisée, votre conscience vous permet de vivre par rapport à l'expérience planétaire en fonction de votre conscience, c'est-à-dire en fonction de votre absence de crainte, en fonction de vos paramètres psychiques, en fonction de votre connaissance interne, ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas sujet à animaliser votre conscience pour rien. Fait que la conscience, elle revient toujours à un phénomène personnel. Par contre, je suis d'accord que dans des cas de grande indigestion sociale, la conscience personnelle, si elle n'est pas aguerrie, intégrée, l'homme perd sa conscience personnelle. C'est ce qui est arrivé avec les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Un Juif qui a eu une conscience intégrée en 1939, 41, 42, il aurait dit, bon, il aurait vu ce qui se passe à Berlin, ainsi de suite. Il aurait dit, moi, je crisse mon camp, je m'en vais à New York. Fuck him. Mais un Juif qui n'avait pas de conscience individualisée, qui pensait au peuple, qui pensait à son peuple, qui pensait à ses frères, puis à ses sœurs, puis toute la bébelle, là, bon, à ce moment-là, il restait là, puis il finissait dans la grande maison. Il finissait dans le four. Ceux qui ont été faits ont crissé leur camp sur New York, aujourd'hui sont dans Diamond Center, puis ils se promènent en Cadillac. C'est comme ça que ça marche. Mais si tu commences à diminuer ton individualité parce que tu te laisses influencer par des concepts qui font partie de la mémoire de la race, à ce moment-là, tu es fait à l'os. C'est ça qui mène aux guerres, c'est ça qui mène aux guerres de religion. Autrement dit, si on regarde l'évolution de la conscience de l'homme, les guerres, tout ce qui a été collectif a créé des grandes souffrances. Les Russes qui ont cru au communisme en 1915-17, les intellectuels français qui ont cru au communisme, Jean-Paul Sartre, Gide, ainsi de suite, ont fait des erreurs fondamentales, puis il y a des milliers et des millions de personnes qui se sont fait prendre dans ces erreurs-là. Tandis qu'un gars qui a eu une individualité, puis il a simplement regardé les structures internes de ce mouvement socialiste-là, où l'homme n'a pas le droit de penser pour lui-même, l'homme n'a pas le droit de faire sa religion comme il veut, l'homme n'a pas le droit d'avoir un terrain pour lui, ainsi de suite. À ce moment-là, le gars a réalisé, il a dit, hey, ça c'est pas pour moi, I'm going to the States. Tu comprends?
Pas trop de questions parce qu'on ne peut pas enregistrer sur le micro, mais c'est rien que pour vous donner un petit peu une idée. Donc, pour revenir à ma discussion, concernant la différence fondamentale entre le concept de l'illusion et le concept de manipulation, ça nous arrive à un troisième concept. Quand un homme est très, très conscient de l'illusion de la pensée et qui est très, très conscient de la manipulation de la pensée, ces deux prises de conscience-là lui permettent éventuellement d'être invulnérable psychologiquement. C'est-à-dire que, il peut souffrir. Ton enfant se ferait frapper par un automobile, ça crée une souffrance. On n'est pas fait en bois. Par contre, tu es capable de dépasser la souffrance. Parce que tu as conscience. Tu as conscience de ce qui se passe sur ses plans. Tu as conscience que ton enfant a tourné ses plans. Même l'entité est capable de te le dire, que ton enfant a tourné ses plans. Qu'est-ce qu'il fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ta souffrance existentielle est d'autant plus diminuée parce que tu as la compréhension fondamentale à la fois de l'illusion de la mort de ton enfant et de la manipulation de ton mental qui crée une souffrance concernant cette mort-là à partir de l'entité qui est en toi et qui fait partie de ta multidimensionnalité. Quand tu as ça, t'es gros sur la Terre, dans l'expérience planétaire. T'es gros, ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. Tu vas toujours pouvoir glisser sur une pleure de banane. Mais quand tu vas glisser sur la pleure de banane, tu vas savoir que c'est eux autres qui t'ont amené sur la pleure et non toi. Parce que si tu penses que c'est toi qui t'as amené sur la pleure, tu vas dire, je suis donc sans dessin. Tu tombes encore dans l'illusion personnelle, tu tombes encore dans l'autoflagellation, tu tombes encore dans la culpabilité personnelle. Tandis que si tu es conscient de la manipulation, tu es conscient de ce qui se passe au niveau occulte, puis tu glisses à la pleure de banane, laisse-moi dire que tu vas glisser qu'une fouette. Et tu ne te prendras pas pour un cave. Parce que le problème de l'homme, de l'évolution, c'est que l'homme a absorbé tellement de réflexion dans son mental qu'aujourd'hui, il est rendu qu'il a un ego qui est gros comme un épingle. L'homme a plus d'ego, l'homme a plus de... Quand je dis que l'homme a plus d'ego, je veux dire que l'homme a plus de force dans l'ego. Son ego est très fragile. Il peut y en avoir un gros qui est fragile ou un petit qui est fragile, mais l'homme a un ego fragile, alors que l'homme devrait avoir un ego à toute épreuve. Pour avoir un ego à toute épreuve, il faut être conscient de ces deux aspects-là, l'illusion et la manipulation. Alors, si vous laissez à des systèmes philosophiques, des systèmes spirituels, des systèmes politiques, des idéologies, manipuler votre mental, parce que vous n'êtes pas capable de prendre contrôle de votre pensée, bien, vous devenez des communistes, vous devenez des huguenots, vous devenez des catholiques, vous devenez des ci, vous devenez des autres. Autrement dit, vous devenez des êtres qui appartiennent à des consciences collectives et qui ne sont plus capables, en tant qu'individus, de prendre contrôle de leur propre vie sur le plan psychologique, donc qui sont obligés de vivre ce que j'appelle le karma des nations, la guerre, la pestilence, les conflits. Moi, si je travaille pour l'Hydro-Québec, puis j'aime travailler pour l'Hydro-Québec, viens pas me rentrer dans ta bébelle, là, que tu peux pas travailler la semaine prochaine parce que tu fais partie de l'Union. Moi, il n'y a pas un gars qui va me rentrer dans l'Union. Fait qu'ils vont dire, bon, ben, M. Bernard, si vous voulez pas être dans l'Union, il faut que vous laissiez les Hydro-Québec. Moi, pas de problème, bye. Bon. Parce que ça, c'est de la conscience collective qui te manipule. Puis c'est le même à tous les niveaux. L'homme est un être parfaitement... Fait qu'on est, non seulement on est manipulé par en dedans, mais on est manipulé par l'extérieur. Ce que j'appelle l'influence. À un certain moment donné, dans l'évolution de l'homme serait plus capable d'être manipulé de l'extérieur parce qu'il va en savoir un petit peu trop, mais il va être manipulé encore de l'en dedans. Éventuellement, il va en savoir assez, puis un jour, l'homme sera plus manipulé par tout. Quand l'homme sera plus manipulé, il sera libre, et il aurait mis complètement de côté le libre arbitre. Son illusion.
Avez-vous des questions?